Bonjour. Pour cette troisième étape, nous allons nous rapprocher un peu plus de la pratique. Toute planification de soins commence par un objectif sylvicole, défini dans le plan de gestion. Il s'agit d'un document de base essentiel qui définit l'orientation générale des soins à réaliser pour les 10 à 15 prochaines années. Dans le canton, chaque propriétaire de forêt publique doit en avoir un pour l'entretien de ses forêts. Pour chaque parcelle de jeune forêt nécessitant des soins, le garde forestier ou le contremaître analyse le peuplement en place, une sorte de photo actuelle du massif à traiter, et définit un ordre de travail pour le praticien en respectant les objectifs du plan de gestion. Le bûcheron reçoit l'ordre et les mesures à prendre et peut exécuter le travail. Pour analyser un peuplement, le gestionnaire se pose plusieurs questions essentielles pour prendre la meilleure décision. Par exemple, où es-tu? Qui es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Où te conduire? Comment t'y conduire? Décortiquons ces questions une à une. Tout d'abord, où es-tu? Ou plutôt, sur quelle station se trouve le peuplement? Par exemple, sa situation géographique, le climat, le sol, ou les espèces animales ou végétales. Ensuite, qui es-tu? Cette question se rapporte à la description du peuplement actuel. Le stade de développement, l'âge, la hauteur, le genre du mélange, degré du mélange ou forme du mélange, la vitalité, la stabilité ou la qualité. Et puis, d'où viens-tu? Quelle est ton origine ou l'évolution passée du peuplement? Où vas-tu? Quelle est l'évolution future du peuplement en l'absence d'intervention? Où te conduire? C'est définir les buts sylvicoles qu'on souhaite par rapport à la planification. Donc la fonction forestière, les dangers, le genre du mélange, degré du mélange, forme du mélange, vitalité, stabilité, qualité que l'on souhaite. Et la sixième, comment t'y conduire? Cela définit les mesures à envisager, évaluer ces mesures et retenir la mesure la plus adaptée. Une fois qu'il s'est posé toutes ces questions, le garde forestier, respectivement le contremaître, rédige l'ordre de travail par écrit ou peut le donner par oral. Il comprend les consignes sur les travaux à exécuter, les informations sur la localisation des travaux, les buts recherchés, donc le degré, le genre et la forme du mélange, l'intensité de l'intervention, souvent définie par rapport à la périodicité, si l'on revient tous les 6 ans, tous les 8 ans ou plus, éventuellement des mesures complémentaires, on y reviendra tout à l'heure, et l'organisation en cas d'urgence. Le forestier bûcheron réalise les travaux en respectant cet ordre. Pour effectuer un travail de qualité, il se doit d'avoir une bonne connaissance des essences, la capacité d'évaluer la vitalité et la qualité des tiges, ainsi qu'un maniement responsable de la tronçonneuse, car c'est son geste qui sculpte la forêt de demain. Pour une organisation sans faille, il se doit de se poser quelques questions. Les mesures de sécurité sont-elles prises? Quel matériel j'ai besoin pour la préparation du chantier? Pour l'organisation du travail, est-ce qu'il faut de la main-d'œuvre? Combien? Le déroulement des travaux? Le temps nécessaire, etc. S'il y a des particularités, dois-je prévoir des mesures complémentaires en fonction de l'ordre sylvicole? À présent, nous allons aborder les principes de base de sélection. Dans un peuplement, la concurrence entre les arbres est importante, car chacun puise dans les mêmes ressources vitales. C'est la bataille pour l'espace, aussi bien sous terre qu'au niveau des couronnes. Chaque tige cherche à se développer dans un espace restreint, et c'est là où la sélection naturelle s'effectue souvent en fonction de la vitalité des arbres. Dans une forêt exploitée, l'homme sélectionne ses arbres et les choisit de façon à les répartir au mieux sur la surface. L'exercice qui suit va vous permettre de bien comprendre ce principe. À la maison, vous allez prendre une feuille A4. Ça représente la surface d'une forêt, soit 21 mètres par 29 mètres 50. Sur cette feuille, le rajeunissement pousse partout, avec une distance de 50 cm entre les plants. Ça représente ces points, ou si vous prenez une feuille quadrillée, il s'agit de l'intersection entre les petits carrés.
Sur cette surface, on peut y placer 2478 tiges. Sachant que l'on souhaite obtenir une distance définitive de 8 mètres entre les arbres de place, donc les arbres à l'âge adulte, combien pouvez-vous en disposer au maximum sur cette feuille? Je vous laisse bricoler, découper, dessiner et vous mettrez votre résultat dans le questionnaire annexe. Voici un exemple de répartition spatiale et géométrique des tiges. Si vous les disposez en carré, voici la surface non utilisée. Pour optimiser au maximum l'espace, il faudrait théoriquement plutôt choisir un maillage triangulaire. Mathématiquement, ça permet de gagner environ 15% d'arbres en plus sur une même surface. Observez. En pratique, quand vous allez définir votre réseau d'arbres de place, vous allez choisir le maillage triangulaire. Les deux principes de base sont la sélection négative et la sélection positive. La sélection négative consiste à éliminer les tiges qui grandissent mal ou celles qui exercent une influence négative sur le peuplement restant. Elle se pratique principalement jusqu'au stade du fourré. Il s'agit d'une intervention pas forcément nécessaire et surtout très coûteuse. On pourrait résumer ça comme une répartition régulière des meilleures tiges au sol. La sélection positive, en revanche, consiste à favoriser uniquement les arbres prometteurs qu'on appelle arbres de place, en éliminant leurs concurrents directs. Elle se pratique dès que les critères de vitalité et de qualité sont visibles, donc du fourré à la fin du perchis. L'essence est un critère important de sélection, toujours en fonction de l'objectif sylvicole. Ces arbres de place doivent être choisis dans l'étage principal et doivent répondre aux critères de vitalité, de stabilité et de qualité. On prend en considération l'enracinement, le fût et la couronne, selon les critères ci-dessous. Chaque essence a son tempérament. Elles n'ont pas toutes les mêmes besoins en lumière. Voici la distance recommandée pour les essences principales. Il est très important pour vous de les connaître par cœur, car lorsque vous allez choisir vos arbres de place, il s'agit de la première étape de la sélection positive. Mettre en place votre réseau d'arbres de place. Une fois ces arbres sélectionnés, il faut définir les arbres les plus dérangeants pour leur croissance, c'est-à-dire les premiers arbres qui vont être coupés. On les appelle les concurrents directs. Le reste du peuplement fait office de peuplement de bourrage. Il sert à éduquer, protéger, améliorer la biodiversité, la stabilité et peut quand même être exploité pour la production de bois. Lors d'une intervention sylvicole, des travaux complémentaires peuvent être réalisés sur les arbres de place ou dans le peuplement de bourrage. Cependant, il faut soigneusement analyser leur utilité, car ces travaux représentent un coût supplémentaire non négligeable. Certaines de ces mesures peuvent se trouver en bas de l'ordre de travail. Parmi ces mesures auxiliaires, l'une des plus courantes et l'une des plus complexes est l'élagage de mise en valeur. Pour améliorer la qualité des tiges, surtout des billes de pied, l'opération consiste à couper les branches basses avant qu'elles ne sèchent et tombent d'elles-mêmes. Cette intervention se réalise généralement au stade du perchis pour permettre d'obtenir une bille propre, sans nœud, même à l'intérieur du bois. Cette mesure est complexe, car il s'agit de travaux à hauteur, donc dangereux. Il faut prévoir le matériel adapté, échelle, harnais, chaussures à semelles tendres, etc. Mais surtout, elle doit être réalisée dans les règles de l'art pour éviter les entrées de pourriture. C'est normal, le fait de couper des branches crée des blessures. Pour que l'arbre puisse cicatriser correctement, une coupe optimale consiste à scier au plus proche du tronc, mais sans entamer le collet, car celui-ci appartient biologiquement au tronc et non à la branche. Elle n'est pas toujours verticale, et si vous coupez une branche au mauvais endroit, vous allez dévaloriser la bille. Sur cette photo, vous pouvez constater la différence de pourriture à l'intérieur du bois suite à une coupe correcte ou non correcte. La seule exception concerne le chêne pédonculé et le chêne rouvre. Pour ces essences, il faut pratiquer cette taille environ à 20 à 30 cm du collet.
On l'appelle la coupe avec chicot, car le chêne cicatrise mieux s'il fait tomber lui-même ses branches. Voici un tableau qui donne une idée de la hauteur d'élagage conseillée selon les essences. Ça représentera la longueur de l'habit de qualité une fois coupé. Attention à ne pas confondre élagage et taille de formation. La taille de formation consiste à couper des fourches, donc des pointes doubles, ou des branches raides, qu'on appelle aussi baïonnettes. On la pratique bien plus tôt que le premier élagage. Cette opération permet d'avoir de grands effets à des coûts minimes, rien qu'en éliminant une branche unique, mais décisive, comme vous pouvez le constater sur ces photos. Sur celle-ci, on retrouve toutes les étapes. La flèche verte montre une ancienne taille de formation qui commence à se cicatriser, et le rond vert l'élagage précédent. La flèche jaune désigne une baïonnette qu'il faut enlever lors de cette intervention, de même que l'élagage du rond jaune. Et en orange, les couronnes qu'il faudra probablement élaguer lors du prochain passage. Parfois, il faudrait éliminer une branche avant qu'elle ne soit trop grosse, et en même temps la laisser. Ceci pour conserver la vitalité et empêcher la formation de gourmands. En raccourcissant la branche jusqu'à une branche latérale verte, on ralentit sa croissance en épaisseur, tout en conservant son effet positif. Ce raccourcissement est particulièrement utile pour les arbres isolés. L'abattage d'une réserve sur coupe peut causer des dégâts au peuplement restant. On effectue alors un émondage qui consiste à couper les branches de la couronne pour faciliter ensuite l'abattage. L'émondage cultural, lui, permet de couper les branches basses d'un peuplement voisin pour réduire son impact négatif sur la croissance des jeunes tiges. Si vous observez des jeunes tiges de mauvaise qualité, vous pouvez les couper au ras-le-sol afin de les faire rejeter et ainsi permettre un développement de meilleure qualité. On appelle ce procédé le recépage. L'étêtage se pratique essentiellement dans les peuplements de feuillus. En coupant la cime d'un concurrent, d'un arbre de place, vous conservez les effets bénéfiques de son éducation sans gêner sa croissance. Il peut aussi être utilisé pour protéger l'arbre de place des dégâts du gibier. Anneler un arbre est une mesure à faible coût et s'avère très efficace lorsque vous n'avez pas de place pour abattre un arbre encombrant issu d'un peuplement précédent. En enlevant l'écorce, y compris le cambium de l'arbre, celui-ci va gentiment sécher et se démonter sur place. Cette opération permet également un éclaircissement progressif du peuplement car l'arbre va sécher pendant plusieurs années. Maintenir des zones de gagnage permet au gibier de se nourrir. Il va manger les jeunes pousses d'autres essences et ainsi laisser nos arbres d'avenir tranquilles. On réduit donc les dégâts du gibier sur les jeunes peuplements et sur le rajeunissement naturel. Lors des soins culturaux dans des peuplements d'épicéas d'un certain diamètre, il est parfois nécessaire de strier les arbres pour réduire le risque de propagation du bostryche. En effectuant cette opération, l'écorce va sécher plus rapidement et ils n'auront pas le temps de développer leurs larves. En montagne, la reptation de la neige est élevée. En coupant les troncs en hauteur, vous pouvez réduire les mouvements du manteau neigeux. Et pour finir ce chapitre, le sylviculteur, donc vous, se doit de maintenir un écosystème stable et promouvoir la biodiversité. Hormis l'amélioration du mélange, il se doit de conserver les espèces rares, dégager les zones humides ou sèches, maintenir des zones ouvertes pour la flore et la faune, et éliminer les néophytes envahissantes. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine.